Salut l'équipe, on se retrouve avec Antoine pour parler de la saison qui s'est déroulée. En effet, on est mi-juin et il s'avère qu'il y a eu une saison de foot derrière nous. On l'a bien oublié rapidement, on est bien passé à autre chose, mais on s'est dit quand même, ça serait bien d'en parler, de faire des constats, de revenir sur les bons moments. Oui, il y en a eu quelques-uns. Peut-être pas tant sur les mauvais moments parce qu'on les a bien souffert tout du long de la saison, donc on va peut-être pas retourner le couteau dans la plaie. Mais juste voilà, faire un petit constat et voir comment on peut se projeter vers cet été où on n'aura pas de football avant très longtemps, et la nouvelle saison qui s'annonce, je pense, radieuse, en tout cas que j'ai hâte de voir redémarrer sous de meilleurs augures. Du coup, bonjour Antoine, ça va? Salut à tous, salut Noé, ça va bien, franchement, content de refaire une petite vidéo, puis on va débriefer là cette saison passée. Et donc pour vous dire, le format, c'est qu'on va faire un peu ce qu'on fait sur Twitter chaque année, c'est-à-dire meilleurs joueurs, pires joueurs, etc., etc. Voir dans les catégories si on a des avis divergents ou au contraire convergents. N'hésitez surtout pas à vous abonner, la petite cloche. Non, je rigole. Par contre, à nous dire en commentaire si vous avez des avis épicés, on va dire, s'il y avait des hot takes par rapport à la saison, parce que je pense que globalement, on va enfoncer des portes ouvertes avec Antoine. Mais moi, je suis super curieux de voir un peu vos avis à vous. J'adore ces tweets de fin de saison globalement parce que c'est le moment où tu te rends compte qu'on regarde pas toutes et tous le football de la même manière et ça fait plaisir. On va commencer tout de suite par meilleur joueur. Ah oui, je précise quand même, au cas où qu'on fait le Arsenal masculin, sinon les réponses seraient diamétricalement différentes. Mais bien sûr, bravo pour la Ligue des Champions, et ça serait de loin je veux dire, la catégorie meilleur joueur, révélation, recrue de la saison, etc. Ça serait assez bouclé rapidement, on va se dire. Donc on fait le masculin pour se donner un petit peu de mystère, quoi. Et donc on commence par le meilleur joueur. Quel est ton joueur de la saison, toi? Joueur de la saison, j'ai presque envie de mettre Lewis Kelly par rapport à la précocité, le fait qu'il soit arrivé en fait vraiment, parce que autant Nwaneri, tu vois, on le connaissait déjà quand même depuis 2-3 saisons. Arteta, il avait fait péter le record il y a 2 ans quand il avait même pas l'âge de changer dans un vestiaire d'homme. Mais du coup, non, Lewis Kelly pour la maturité qu'il a apporté et pour le fait qu'il ait duré toute la saison finalement, parce que il y a des réponses qui auraient pu changer. Tu penses forcément à Saka qui est ultra important ou à Je pense Rice, toujours à Saka, moi, tu sais, hein. mais ouais, bah oui, c'est ça. Mais est-ce que le meilleur attribut d'un joueur finalement Arsenal récemment, ce serait pas d'être disponible tout le temps? Ce qui n'a pas été le cas de Saka cette saison, donc évidemment tu peux pas lui imputer, mais le fait que Lewis Kelly ait fait quasiment la totalité de la saison à un poste qui n'était pas le sien, à un poste où on n'en attendait pas du tout de lui, parce que de base on avait quand même recruté Calafiori à sa place. Timber avait commencé la saison en jouant à gauche aussi, donc c'est vraiment un gars qui est sorti de plus ou moins nulle part, même si le club l'a toujours eu en haute estime. Mais c'est ça, je pense à Lewis Kelly par rapport à l'impact qu'il a eu et le fait qu'il soit vraiment. Enfin, c'est quand même fou comme ascension. Premier match, c'était quoi? C'était contre City, là. Il rentre dans le match complètement fou. Et le mec, à la fin, il est international anglais. Je pense que beaucoup auraient misé sur Nwaneri, tu vois, par exemple, pour finir en équipe A avant lui. Et finalement, j'ai l'impression que c'est lui qui a un peu éclipsé tout ça. Mais c'est ça, j'hésitais entre lui et Rice, parce que Rice aussi, je pense, a fait numériquement, je pense, plus de matchs que Saka sur l'ensemble de la saison. Et je pense qu'il s'est super bien rattrapé là sur la fin. Parce qu'au début, il y a eu le carton rouge face à Brighton, il y a eu début de saison qui était peut-être un peu poussif. Euh, mais c'est ça, j'hésite entre Rice et Lewis Kelly, mais peut-être Lewis Kelly pour le côté un peu fraîcheur qu'il a apporté là-dessus. Ah, c'est marrant parce que moi aussi, je trouve que la disponibilité, c'est vraiment mon critère premier quand j'ai choisi le joueur de l'année. Du coup, pour moi, il y avait que 4 joueurs potentiels, c'était Rice, Raya, Timber et Saliba. Et j'ai décidé de mettre en avant Raya, personnellement, parce que d'une part, je crois qu'il était même pas dans le top 3 officiel, ce que je trouve vraiment déplorable. Et d'autre part, il a payé sa fin de saison où il a joué tous les matchs quasiment, parce que Neto était une recrue catastrophique. Merci pour les travaux, Edo, et au revoir. Bon courage à Nottingham. Et que vraiment tu sentais qu'il était crevé, et que même si on sait qu'un gardien ça s'applique différemment d'un joueur de champ, on va dire qu'on n'a pas un gardien à la Oliver Kahn, enfin plutôt on a plutôt un gardien à la Oliver Kahn qui va souvent faire des courses qui marchent genre 6 km par match, ce qui est quand même plutôt impressionnant, et qui a surtout une pression sur ses épaules parce que c'est de lui que nos attaques commencent, enfin ça part de là, et les attaques adverses finissent là aussi. Je trouve qu'il a été très bon sur sa ligne, il a fait beaucoup de doubles parades, enfin, j'ai plusieurs souvenirs de moments marquants, Ouais. et je trouve vraiment qu'il a été clé fondamentale à notre sécurité défensive, et donc voilà, je mettrais Raya, même si Timber j'ai beaucoup aimé sa saison, Ouais. Rice pareil,
et Saliba de même. Mais voilà, ça serait Ouais, Raya. ouais, c'est ça. C'est fou parce que j'ai l'impression que Saliba, il y a presque un côté de. Il nous a tellement habitués à être fort que du coup, tu sais, une très très bonne saison, ça Hmm. passe comme une. Ouais, bon, bah, la base, quoi. Enfin, Ouais, c'est classique. tu t'attends d'une Rolls-Royce qu'elle roule, quoi. Euh, Ouais, ouais, c'est ça, exactement, et qui roule bien et longtemps, donc il n'y a aucun problème. Raya, mine de rien, deuxième fois Golden Glove, si je dis pas de bêtises, Consécutivement, ouais. consécutivement, là, donc même en finissant fatigué, il finit super bien la saison, vu que c'était qui le concurrent? Matt Sells, non? Oui, c'est C'est Matt ça? Sells, ouais. Qui a Le mec fait une de- saison Ouais. monstrueuse, d'ailleurs. Bravo à lui. Ouais, c'est ça. Et sinon, moi, je suis d'accord avec ton take sur Timber aussi. J'avais hésité à le mentionner. Parce que lui, pareil, il a eu des moments où il est reparti, il est revenu, mais en même temps, le mec il a quasiment enchaîné une saison post-croisée, littéralement, où la blessure de White lui a pas fait du bien. Enfin, pas fait du bien. Il a pu enchaîner tous les matchs qu'il voulait, du coup, mais c'est sûr que tenir comme ça avec la saison précédente qu'il avait eue, je trouve que c'est vraiment fort. Puis en plus, on en a parlé un petit peu au début de Lewis Kelly, mais c'est pareil, j'ai l'impression que tu peux compter sur lui, tu peux compter sur lui à droite, tu peux compter sur lui à gauche. T'as presque pas de changement de niveau, presque pas de trou d'air de sa part. Donc, non, non, franchement, solide saison pour lui aussi. Ouais. En parlant de solide, mais cette fois on va passer sur le côté des étrons, mon pire joueur, bien sûr, ce sera notre cher numéro 30 qui va repartir chez ses Blues et j'espère leur voler 2 ans de salaire à haut niveau pendant quelques années, parce que c'est tout ce qu'ils méritent. Le club, pas le joueur. Le joueur, j'avais beaucoup d'attentes, malheureusement. Je pensais que c'était une bonne recrue, quelqu'un qui connaissait la première ligue. Et la dernière fois que je l'avais vu jouer, donc il y a longtemps avant qu'on le recrute, c'est-à-dire un an auparavant, je l'avais trouvé plutôt bon. Je trouvais que c'était le meilleur joueur de Chelsea. La dernière fois qu'on a recruté ce que j'estimais être le meilleur joueur de Chelsea, c'était Willian et Sterling. Les deux fois, je me suis bien brûlé les doigts. Et donc voilà, Sterling, saison épouvantable. On va pas revenir trop là-dessus. On, on a senti dès le début. En fait, moi j'ai su que Sterling c'était raté. C'est le moment où il y a eu une expulsion. Peut-être Rice justement, que c'était son premier match titulaire en première ligue et que immédiatement le joueur qui sort c'est Sterling. Et là je me suis dit ok, Arteta ne fait pas confiance à Sterling pour défendre, ne fait pas confiance au pressing. C'était contre Brighton. C'est ça, je pense que. Non, je pense que c'est Bournemouth à l'extérieur quand Ah ouais. Saliba prend rouge. Ah c'était celui-là, t'as raison. Ouais, mais c'est la même chose. C'est un carton rouge reçu en première mi-temps. De toute façon, je crois qu'on les a tous reçus en première mi-temps. Hein. Non, Rice, c'était début de seconde face à Brighton, mais c'est ça. C'est pareil. Moi, je dirais que le moment le plus iconique de Sterling, paradoxalement, c'est même avant ça. C'est la vidéo de présentation d'Edu, où je suis signé à 23 juste avant la deadline. Et la réaction site officiel du club, c'est Edu qui dit c'était une recrue qui n'était pas prévue. Je dois être honnête avec vous, c'était pas du tout prévu, c'était pas lui qu'on avait. Et du coup, là, tu te dis quand même, ah ouais, ok, c'est vraiment, ok. Ok, ça va être compliqué. Tu vois même la condition du deal avec Chelsea, enfin, même le fait que Chelsea a accepté de tout prendre en charge pour qu'il se casse quoi qu'il arrive. C'est vrai qu'il y avait Anguille sous roche, je veux dire qu'il soit prêt à nous Qu'est-ce qui se payer pour qu'on le fasse jouer, tu disais ouais, c'est que c'est un peu cadeau empoisonné quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y avait un côté un peu étonnant à ce transfert-là, mais bon, numériquement, il manquait quelqu'un. On venait de prêter Nelson à Fulham, donc ça s'entendait numériquement. On a discuté un petit peu avant en off. C'est sûr que c'est la pire recrue, quoi, que tu pourrais mettre avec Neto. En pire joueur, pire joueur. Neto qui, pareil, la recrue la plus inutile, parce que comme j'ai dit, Sterling, il y avait un besoin. Là, on avait un besoin, mais le mec n'était même pas qualifié pour la Cup. Donc voilà, je crois que c'est un match face à Girona, là, le dernier match de poule de LDC. Mais c'est ça, non, mais je vais être d'accord, je vais être d'accord, c'est Sterling, un seul but, je crois, en League Cup. Ouais, pour les attentes qu'on en avait quand même, je m'attendais, comme tu dis, à un joueur, même s'il sortait d'une saison qui n'était pas folle par rapport à ses années de City, tu t'attendais quand même à mieux, quoi. Tu t'attendais à de temps en temps sur une rentrée, un petit peu de folie, un petit peu de vivacité. Et ouais, t'as l'impression qu'il a rien apporté. Et surtout, qu'Arteta l'a connu à City. Je pense que c'est en plus un élément, entre guillemets, accablant, c'est que t'as toujours ce truc de... Quand t'as un joueur qui rejoint un coach qu'il connaît, tu te dis, ça peut le faire pour X raisons. Peut-être qu'il n'était pas bien avec l'ancien coach, tu te donnes avec des acquis qu'il a déjà, mais ça n'a jamais pris. Donc...
Et naturel. moi, la raison, même, je dirais au-delà de ça, parce que moi, je m'attendais à ce que ce soit un corps, et finalement, ça a été pire qu'un corps, c'était un plot. Mais c'est que c'est un joueur qui m'a rendu triste par Mm. moments cette saison, parce que tu le voyais faire des tentatives d'accélération, de dribble, et de juste voir que son corps ne suivait plus. Et c'était des moments de vraiment de waouh, tu sais, Ouais, j'avais pitié de lui, j'avais juste pitié de lui. c'est ça. C'est ça. Bah, moi, bah, tu vois, à une époque où je me serais peut-être acharné comme toute la fanbase à peu près sur l'époque de Willian, là. Enfin, similaire, je pense qu'avec Willian, je me suis dit, bon, tu sais quoi, quand t'as des joueurs qui ont la tête sous l'eau, ça sert à rien de les enterrer plus qu'ils ne le sont déjà. Et moi, l'image marquante que j'ai de Sterling, c'est quand, face à Giron, il prend un penalty. Je sais pas si tu te souviens. Mhm. On a un penalty à la fin de match. Sterling décide de le prendre. Donc, je pense que c'est vraiment le truc bête et méchant, comme Havertz la saison passée, son premier but face à Bournemouth, etc. Donc, c'est ça. Sterling avait déjà mis un tap-in face à Bolton, donc en League Cup, mais donc vraiment insignifiant au possible. Donc là, le mec prend un penalty, il prend la responsabilité, il prend le ballon, il loupe son péno. Et c'est là où je me suis dit, genre, ah ouais, tu sais, je dis pas que ça aurait été extraordinaire s'il l'avait mis, hein. Mais tu sais, le symbole que le mec, quand même, prenne une responsabilité, se loupe. Et là, tu te dis, ouais, le mec avait déjà pas l'air bien. Si même des pénaux, entre guillemets, dans des matchs, bah, un match qui comptait pas, hein. Girona, on était déjà qualifié, il me semble. Donc, je me dis, ouais, ça va être compliqué pour lui, quoi. Puis même là, pour lui, là, je sais même pas où il va rebondir. Enfin, je vois même pas qui mettrait une pièce sur lui la saison prochaine. Donc, Pour ouais, notre plus grand plaisir difficile même pour d'ailleurs. lui, hein, franchement. Mais voilà, ciao Sterling, merci pour rien, au revoir Chacal. Révélation dont on a déjà parlé avec Lewis Kelly, du coup bah, je vais pas trop revenir là-dessus parce que pour moi c'est la révélation de l'année, effectivement, comme tu dis, on savait que c'était un bon joueur, Ouais. on pensait pas que c'était ce niveau, ce calibre de bon joueur, effectivement capé à l'Angleterre, puis qui aujourd'hui on est en mode bah, il pourrait être titulaire chez nous en 8 ou en latéral gauche, t'es en mode ah ouais le joueur est fort quoi, puis son attitude, sa manière d'être, c'est sa qualité technique, enfin, il a eu des petits coups de mou, hein, on pense au carton rouge, aux erreurs et tout ça, mais c'est un mec qui t'as envie de voir le C'est foot ça, pour le voir ouais. jouer quoi. T'étais content de le Mm. voir jouer sur le terrain. Moi, s'il était titulaire dans 30 matchs la saison prochaine en première ligue pour moi, pour nous, je serais content. Genre rien à dire, ouais, bravo, merci. Franchement, je te rejoins. Et puis, de toute façon, comme Wenger à l'époque, tu joueur de t'attends à ce qu'il quand même. Donc en plus, je vais pas dire qu'on les pardonne plus facilement qu'à d'autres joueurs, mais c'est compréhensible qu'il y a encore des choses qui soient perfectibles pour son âge. Et justement, ouais, t'en as parlé. Je pense que la gestion des duels, les cartons rouges, tout ça, c'est quelque chose qui peut gommer. Mais en même temps, c'est paradoxal parce qu'il a les défauts de ses qualités. Il est tellement bon dans le duel que tu sais, je peux pas lui en vouloir d'avoir perdu son 100e duel et d'avoir pris rouge dessus. Ouais, S'il a gagné les 99 d'avant donné, je suis d'accord. voilà quoi, c'est comme ça. Et puis ouais, mais je pense que de toute façon, dans le même dans le même style, on pourrait dire aussi Nwaneri parce que c'est quand même sa première saison aboutie, même s'il a percé, enfin comme on avait dit là, il a fait son premier match il y a 2 saisons. Mais ouais, Nwaneri, Lewis Kelly, je sais pas si on parlera un petit peu après de la profondeur d'effectif, mais je pense que c'est quand même proche du miracle d'avoir deux mecs de ce niveau-là sans avoir eu aucune expérience, hein, parce qu'on parle pas de gars qui auraient pu être prêtés en Championship il y a 2 ans ou quoi que ce soit. C'était vraiment leur première saison en PL dans des pas de titulaires pour certains matchs, dans des gros matchs. Ils ont marqué des buts, ils ont été impactants. Donc non, non, franchement, à cet âge-là, d'avoir deux jeunes de ce niveau-là, c'était vraiment inespéré à mon sens. Ouais, carrément. Ce qui rejoint le prochain sujet qui était la surprise de la saison, je pense que ça en fait partie, hein, la montée en puissance de ces deux joueurs. On pensait pas qu'ils allaient autant avoir d'influence, ce qui en dit long, comme tu dis, sur la profondeur de l'effectif, parce que normalement on devrait pas autant dépendre de jeunes gamins comme ça, mais en même temps, ça fait plaisir, ça nous fait plaisir. J'en profite d'ailleurs pour m'excuser s'il y a des soucis de connexion, parce que je rappelle qu'il y a un océan qui nous sépare, donc forcément des fois les données disparaissent, mais voilà, j'espère que c'est encore un peu audible quand même. Donc surprise de la saison, ça pourrait être ça. Moi, ma surprise de la saison, c'est qu'on soit pas davantage écroulé avec la blessure de Saka. Parce que pour moi, quand Saka s'est blessé, je me suis dit, ok, fin de saison, il n'y a plus rien à faire, même ça va être un peu chaud de jouer le top 4. Enfin, il y a vraiment ce côté de... Parce qu'en plus, on se rappelle qu'à ce moment-là, il y a Martinelli qui se pète juste après, Jesus qui se pète juste après, on fait pas de recrue, Havertz se blesse juste après, et qu'on se dit, waouh, en fait, il y a une sorte de ribambelle de blessures dans le secteur offensif, et à tout moment, on pouvait se dire, on allait faire une fin de saison moisie. Ce qu'on a en demi-teinte un petit peu fait d'ailleurs, parce que finalement on est tous un peu déçus de ce qu'on a produit, mais ça aurait pu être pire, encore une fois.
il y a certaines équipes qui ont beaucoup de blessures et qui finissent 17e ou 18e du championnat, quoi. Nous, on a fini 2e. Après, bon, voilà, on compare pas les Servette et les Torchons Blancs, mais faut quand même le noter que c'est une surprise, pour moi en tout cas, à ce moment-là, qu'on n'est pas davantage périclité et qu'au contraire, on peut tenir la tête dehors de l'eau et dire que c'est bien. Je sais pas ce que c'est une autre surprise que les jeunes joueurs, toi? Ouais, non, c'est ça, les jeunes joueurs, surpris d'être allés aussi loin avec un effectif aussi restreint. Bien qu'on ait joué clairement une mi-temps, je pense, pendant un mois et demi, on a dû jouer une mi-temps par match, les matchs de Première Ligue entre les matchs de Ligue des Champions. Il y a eu des matchs, c'était vraiment. Je pense que j'ai vu des matchs amicaux qui étaient plus disputés. Je pense au match à Everton, la dernière à Goodison Park, où tu avais vraiment l'impression que c'était un match d'exhibition, un jubilé pour le dernier Everton-Arsenal là-bas. Donc, on a pu mettre toutes nos forces vives sur la LDC. Mais c'est vrai que le manque de profondeur d'effectif, je m'attendais à ce qu'on s'écroule. Tu as mentionné la blessure de Saka, mais même devant, quand tu imagines que ça y est, on doit basculer un numéro 8 en numéro 9, tu te dis, mais en fait, où est-ce qu'on va? Enfin, est-ce qu'on. Et surtout qu'à l'époque, on était encore, mathématiquement, on était encore pas tant distancé que ça de Liverpool. Mais du coup, tu te demandes, mais tu te dis, mais on tient, entre guillemets, une certaine course au titre avec du bricolage, comme on dit, la Nwaneri, Lewis Kelly, qui était, je pense, premier match de la saison, qui devait même pas être dans le groupe, peut-être même pas sur le banc, peut-être Nwaneri, mais Merino qui était arrivé blessé, donc, enfin, tu te dis, il y avait plein de manquements à plein de postes finalement à travers des blessures, des coups du sort, des seconds gardiens qui peuvent pas suppléer le premier, même pour des matchs en bois. Donc, ouais, non, je dirais pareil. Et aussi, un autre truc vraiment bizarre dans la saison, c'est que on a fait beaucoup de matchs nuls. Donc, même avec des équipes où des fois on était vraiment très mauvais, finalement, c'est fou de ne pas avoir été battu plus souvent. Je sais pas expliquer. Il y a un côté où, à un moment donné, je savais pas si c'était presque du génie de ne pas se faire battre en mettant des équipes vraiment, comme je te dis, on jouait. Je pense notamment à Crystal Palace, là où Mateta il égalise sur un super but à la fin. Mais en fait, ce match-là, ils auraient pu nous battre 4-2. Enfin, et au final, on n'a pas perdu tant de matchs que ça. C'est vraiment une saison paradoxale parce que la première mi-temps qu'on fait au Parc des Princes, enfin, l'entame plus, peut-être pas forcément l'entièreté de la première mi-temps, mais quand tu vois ce qu'on a proposé en Ligue des Champions face à Madrid et face au PSG, même en termes d'intensité, ce qu'on a proposé en Première Ligue, tu te dis c'est vraiment une saison de paradoxe, quoi. Demi-teinte, hein, c'est le mot que j'ai utilisé, je pense que c'est ça, c'est le jour et la nuit, c'est vraiment un clair-obscur complet entre vraiment une absence de motivation parfois. Du coup, donc la grosse déception de la saison, c'est effectivement ces matchs où on avait complètement abandonné mentalement. Moi, j'en avais une autre, parce que je réfléchissais à... Enfin, on a fait la vidéo avec Nicolas hier sur la question du mercato, et la question de Oli Watkins est arrivée. Je me suis dit, est-ce que ça serait pas ça ma plus grosse déception, qu'on n'ait pas poussé pour acheter Watkins cet hiver? Et je me suis un petit peu rassuré en me disant, pas vraiment, parce que on est un club de foot, nos plans sont mesurés en centenaire, etc., et qu'il faut pas prendre des décisions sur court terme pour une demi-saison, c'est jamais une bonne idée. Et en fait, je me suis dit, ma grosse déception, moi, c'est que on ait laissé Edu faire son quiet quitting, c'est-à-dire d'abandonner un abandon de poste mental, et qu'on ait laissé en fait nous ruiner quasiment un mercato entier en fait. Parce que clairement, vu les signatures qu'il a fait à la fin du mercato, il savait très bien qu'il allait partir, il savait très bien qu'il avait son petit top de Nottingham Forest. J'ai jamais entendu parler d'un directeur sportif qui part comme ça au milieu d'une saison en plus, c'est-à-dire qu'en plus ça a dû se dégrader, je pense, dans les vestiaires. Enfin, c'est pour moi le rôle de Edu. Alors, merci Edu pour tout ce que tu as fait auparavant. Je veux dire, tu as en grande partie, tu nous as beaucoup aidé à être là où on est aujourd'hui. Mais sur la fin, j'ai un peu de rancœur, un peu de remords, et voilà, ce serait ma plus grosse déception, c'est qu'on n'ait pas pris une décision exécutive l'été dernier de dire ok, Edu, tu veux te casser, casse-toi. On reprend quelqu'un d'autre, et comme ça, boum, on voit ce qui se passe, et en janvier, on peut altérer le cours de la saison en toute sérénité, sans avoir à galérer. Voilà. Ce qui nous amène à une autre rubrique, qui serait la meilleure recrue. Et là, c'est compliqué, du coup. Parce que je sais pas toi, mais il n'y a aucune recrue qui m'a véritablement époustouflé cette saison. Calafiori, trop absent. J'ai bien aimé quand il était là, mais trop absent. Les autres, j'en parle pas. Du coup, moi, je dirais que ma recrue préférée, et je vais faire mon Wenger, c'est Timber, finalement. It's like a new signing. C'est son retour de blessure, son omniprésence dans notre effectif. Pour moi, c'est un peu le truc en me disant, ok, bon, c'est un joueur qui n'était pas la saison dernière et qui nous a vraiment grandement amélioré. Voilà, mais j'ai pas vraiment de recrue préférée de cet été. Oh. Enfin,
Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, j'aurais peut-être, de façon honorifique, mis quand même Merino dans le sens où, un peu par ailleurs, ou Lewis Kelly, c'est des mecs qui ont joué à des postes pour lesquels ils n'ont pas été forcément recrutés. Je veux dire, son intérim en neuf est quand même, je trouve, de bonne facture. Sans, je vais pas, je vais pas exagérer sur ses performances. On a vu des montages sur le maillot de Ronaldo, etc., de R9 et tout. Mais trouvé que c'était un très bon intérim. Je me dis, même avec un effectif, comme tu dis, on a parlé d'Edu juste avant, même un effectif où Edu te laisse quasiment aucune solution, le fait qu'Arteta trouve des trucs avec Lewis Kelly à gauche, avec Merino en neuf, avec Nwaneri qui finalement on le pensait plus dans un rôle à la haute garde, il a joué beaucoup de matchs en tant qu'ailier, pour toujours faire quelque chose. Donc pour ça, je vais quand même mettre Merino parce que je trouve que tactiquement, je pense qu'il est vraiment très bon. Et je trouve qu'il a injustement reçu des critiques. J'ai l'impression qu'on a plus critiqué Merino apport finalement, mais le fait qu'il arrive seul. Je sais pas comment dire. J'ai l'impression que beaucoup ont critiqué Merino en pensant que c'était la tête d'affiche du mercato, alors que finalement c'est pas le recrutement de Merino le problème. Je pense que c'est le fait qu'il y ait eu pas d'autres joueurs autour de lui. Je pense que si tu ramenais Isaac ou Watkins justement avec Merino, je pense que le mec aurait pas pris aussi cher entre guillemets en début de saison parce que les gens sont toujours sur ce truc de on n'a pas remplacé Chaka, etc. etc. Je veux dire, c'est pas son rôle, il joue différemment, il faut l'accepter, c'est différent. Et c'est ça. Je trouve qu'au début de saison, première partie de saison, je trouve qu'il a pris un peu cher pour rien. Il arrive, déjà en plus, il arrive blessé. Donc je trouve qu'il s'est quand même bien rattrapé, donc je lui mettrais quand même à lui. Et Calafiori comme toi, j'ai bien aimé, mais comme on disait au début de la vidéo, hein, si t'es pas là, c'est dur de t'évaluer, c'est dur de parler de toi, c'est dur d'aller plus loin. Par rapport à Merino, moi je pense que si j'étais autant critique en début de saison, et avec Nicolas notamment on était d'accord là-dessus, c'est juste que c'est pas le genre de profil qu'on voulait. On voulait un mec qui fait des passes, et que Merino c'est un mec qui gagne des duels, et je pense qu'en fait c'est une question de, c'est un deuil progressif Ouais. que je pense que j'ai vraiment fini cette année, de on ne jouera pas du beau football de Wenger, on fera pas du tiki-taka, Jack Wilshere versus Norwich, tiens tout ça, on va devenir une équipe qui gagne des duels, qui va gagner des matchs au forceps, qui comme tu dis, se fait pas battre, dans aucun compartiment du jeu on se fera battre, et c'est moins drôle à regarder, c'est moins divertissant, c'est moins amusant, mais a priori ça fonctionne bien dans le football moderne, donc ouais, Merino, puis bravo pour ce que tu nous as apporté, Ouais, effectivement. Très rapidement, meilleur match et pire match. Moi, le meilleur match, c'est assez simple, hein, c'est un match qui était un peu oublié dans le scénario de la saison, mais c'est le 5-1 face à City. Parce que les Bad City, c'est un grand plaisir. Parce que c'est aussi le scénario du match avec Haaland qui égalise, qui commence à faire un peu le malin, et directement, on les tape. Le score 5-1, en plus, qui est très symbolique en tant que fan d'Arsenal, on se souvient bien des 10-2 face au Bayern, donc c'est quand même un score qui nous tient à cœur, et le mettre comme ça sur le rival, c'est toujours bien. La célébration de Lewis Kelly, le but de Nwaneri tout en fin de match, le Stay Humble FC qui va rester quand même une phrase marquante de cette saison, un truc qui va catégoriser cette équipe. Moi, c'est un match qui m'a beaucoup touché. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est marrant parce que City, les deux matchs m'ont vraiment marqué au final, alors que le premier on fait match nul. Mais j'hésitais forcément face à City et puis la victoire face au Real. Parce que, on va dire, sur une autre échelle, battre le Real, ça nous réhabilitait un petit peu en Europe, on va dire. Dans le sens où tu avais l'impression que l'année dernière, on est revenu en Ligue des Champions, certes, mais on avait une équipe à notre portée, Porto, Lens, PSV. Et puis dès qu'il y avait eu plus fort que nous, Bayern, enfin, je parle plus fort que nous en termes de stature de club, tu as l'impression que voilà, la logique est respectée, Arsenal sort, le Bayern passe. Donc là, j'étais content qu'on casse ça quand même. Surtout qu'on les a vraiment bien battus. Je veux dire, il y avait des gens. Et ce qui était normal, parce que sur les précédentes saisons, Madrid a gagné un tas de matchs où ils jouaient mal. Tu avais vraiment ce truc de, tu as l'impression que Madrid, tu peux leur faire ce que tu veux pendant 180 minutes. À la fin, c'est eux qui se qualifient. Peu importe comment, peu importe si c'est des exploits de Courtois, si c'est Vini, si c'est. Enfin, ils trouvent une façon. Du coup, le fait qu'on les batte 5-1 quand même sur aller-retour, je trouve que c'était quand même assez fort en termes de messages envoyés. Mais ouais, tout aussi fort que le 5-1 finalement que tu mets en un match, ce coup-ci, sur City. Donc ouais, ça balance entre les deux, mais je dirais que le Real Madrid,
je m'attendais peut-être moins les battre en début de saison que City. City, tu sentais que sur ces 2 dernières saisons, on les a battus d'ailleurs. Enfin, il y a des matchs où on les a battus. Donc tu sentais que c'était faisable. 5-1 avec cet écart-là, peut-être pas. Mais tu sentais qu'on pouvait les rebattre. Euh, on pouvait les rebattre alors que Madrid, c'était une affiche qu'on n'avait pas vue depuis 2006. Donc je pense que le côté un peu comeback comme ça, je dirais Madrid. Pire match, du coup, pour moi, très évidemment, c'est la défaite contre Manchester United en FA Cup. Je pense que ça faisait longtemps que je n'avais pas autant détesté mon équipe de cœur que ce match-là. On se rappelle, ils sont à 10, que c'est... Quand je dis que c'est une équipe, c'est à peine une équipe cette saison, hein. Franchement, ils étaient nazes, ils sont toujours nazes. Et vu leur mercato, je pense qu'ils vont continuer à être nazes. J'en suis très content, parce que je déteste Manchester United, vu mon âge et comment j'ai grandi et leur domination à cette époque-là. Mais désolé l'équipe, on a eu un problème technique, mais on revient plus fort. Du coup, c'est Antoine qui allait nous parler de son pire match de la saison. Moi, je pensais au match à Bournemouth, le match à l'extérieur où on se fait pitoyablement battre avec une énième exclusion. Je pense que c'était déjà la 3e de la saison de Saliba. Et le hasard de cette suspension fait que ça tombe juste avant Liverpool. Donc, je pense que c'est la seule fois dans l'année, à part le dernier match, qu'on n'a pas eu soit Gabriel et ou Saliba au moins titulaires sur le match. Donc je pense que celui-là, il y a Martinelli qui loupe un face-à-face juste avant l'ouverture du score de Bournemouth. Donc c'était une sorte de... C'est symbolique, on va dire. Ça te montrait que devant, on n'y arrivait pas. Enfin, j'ai l'impression que ça prédestiné notre saison à galérer devant le but. Et comme je te dis, c'est après ça. Je pense qu'avec Saliba, on peut gagner contre Liverpool la semaine d'après. Mais là, c'est le match d'après, Gabriel se pète, c'est Kivior qui rentre, donc on est avec une défense complètement inédite. Donc non, je sais pas, c'est celui-là qui m'a vraiment gonflé à l'époque. Parce que c'est ça, t'avais l'impression que sans faire le Gary Neville, mais c'est vrai que des fois, même quand t'es à 10, tu dois trouver des solutions, tu peux mieux faire. Et en l'occurrence, là, on a le ballon de 1-0, Martinelli est seul face au but. C'est n'importe quoi, et ça, puis après, c'est des réactions en peine. Bournemouth marque, Kivior se trouve, 2-0. C'était vraiment... C'était le moment, je pense. C'était le moment pour rester au contact de Liverpool. Le match d'après, pour les battre, c'est faire une sorte de victoire statement. Et ce match-là, ça crée une sorte de mini-dynamique un peu pourrie. Donc c'est ça. Sinon, j'avais pensé aussi à un match qui m'a beaucoup frustré, c'était le match nul à Fulham. Comme l'année dernière, une saison... Match sous la pluie, on va là-bas, t'as toujours l'impression que ça joue sans envie. Il y a Martinelli qui revient en marquant, donc il met hors-jeu, donc le centre pour Saka, le but est refusé. Enfin, tous ces petits matchs à l'extérieur là qui étaient un petit peu frustrants. Il y a j'ai peut-être oublié des défaites un petit peu plus évidentes ou quoi que ce soit. Mais ouais, celle contre Bournemouth m'a vraiment gonflé à l'époque, je me souviens. Ouais, ça fait partie des moments un peu assommoirs, quoi. Je m'en souviens aussi de début de la saison de se dire, oula, ça va pas être notre année, quoi. Enfin, il y a eu plein de moments un peu symboliques comme ça où on s'est dit, il y a trop de 50-50 qui vont pas dans notre direction pour que ça se passe, et ça s'est continué et avéré vrai jusqu'à la fin de la saison. Mais revenons sur le positif, ton but préféré? Je pense que c'est difficile de pas dire le deuxième coup franc de Rice face à Madrid. Je pense qu'en plus, pour tous ceux qui ont joué au foot, tu te dis qu'il a mis le premier, il va pas mettre le deuxième. Il y a un côté de... Tu sais que t'es déjà... Ça y est, t'as mis ton premier, c'est déjà exceptionnel. Le deuxième, encore plus loin, plus excentré, plus dur à mettre. Et le mec te le remet. Et le fait que ça soit face à Courtois aussi, je pense. Parce que j'avais hésité avec le but de Calafiori face à City. Mais je pense que, vu que je respecte plus Courtois qu'Ederson en termes d'habilité de gardien pur, là, on va dire. Du coup, je pense que battre Courtois 2 fois comme ça, c'est vraiment presque insolent de la part de Rice. Donc, ouais, je vais dire quand même le deuxième but de Rice face à le deuxième coup franc. Surtout c'était impressionné. Moi, c'est Calafiori, justement, du coup, parce que c'est ce moment-là du match, c'est ce moment de la saison. On concède un but, c'est que City, tu dis, en plus, on les avait un peu dominés au début du match. Et tu te dis, voilà, c'est bon, on connaît le scénario, on va perdre des points, ils vont bien se foutre de notre gueule, ils vont dire, regardez ces gros losers. Et là, de nulle part, il te sort une frappe, mais une pure frappe, hein, qu'on se le dise, techniquement, c'est très fort ce qui sort. Belle enroulée en pleine lucarne, sa célébration, incroyable, qui va courir plein de passion vers Arteta qu'on a rien à foutre, qui demande qu'une chose, c'est qu'il revienne et qu'il se repositionne. Donc non, c'était c'est le but qui m'a fait le plus hurler devant ma télé de toute l'année, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais.
Et bon, Et, vas-y. non, j'allais dire, quand tu vois ce but-là et le but qu'il met face au PSV du pied droit, tu te dis peut-être que ce mec aurait pu être neuf dans notre prise de neuf. Il y avait un monde où. Non, je rigole évidemment. Non, ce sera Gabriel le 9. Ça fait 3 années que je fais la propagande personnellement. Note et constat global, attendre pour la saison prochaine, moi, ma note, ça sera un 7, mine de rien. Parce que c'est pas une saison que j'ai appréciée, je dirais même que c'est une saison que j'ai globalement assez souffert. Je me souviens qu'en automne dernier, déjà, je disais que dans notre groupe WhatsApp, que là, les matchs, je m'ennuyais à les regarder. Et je n'aime pas m'ennuyer dans mon équipe de cœur. Et pourtant, ce que je voyais sur le terrain, ça me plaisait pas forcément. Il n'y avait pas ces petits trucs qui te donnent un peu d'adrénaline, un peu de dopamine, un peu d'endorphine, tout ce que tu veux, qui te fait un peu sentir bien en regardant un match de foot. C'était vraiment soporifique, rébarbatif, et je n'ai pas trop apprécié du coup notre football cette saison. Mais force est de constater qu'il y a plusieurs confirmations qui se sont mises en place cette saison. La première, c'est qu'on a un coach d'exception. Encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure, mais vu l'effectif déjà de départ et vu les blessures qu'on s'est tapées, le fait d'avoir réussi à tenir la tête hors de l'eau tout du long de la saison, ça montre que derrière il y a une équipe tactique qui fait du bon taf, qu'on est entre de bonnes mains, que on devient une équipe redoutable en termes en tout cas de ténacité, de résilience, de persévérance. Et bah ça fait plaisir parce que pendant très longtemps on a été le paillasson des grandes équipes et maintenant non. Maintenant on est une équipe qui fait peur et qui même dans l'adversité arrive à rester soi-même, à ne pas perdre de vue ses idéaux et sa manière d'être. Donc voilà, on a un coach aussi fort, j'en suis content. Autre confirmation, c'est notre défense, parce que c'est quand même vraiment, tu disais tout à l'heure, ça m'étonne qu'on n'ait pas autant perdu de matchs. Moi je pense que c'est parce qu'on a une défense qui est assez incroyable, ça rentre dans l'adversité, ça rentre dans le coach tactique et tout ça, mais il y a aussi des individualités. Quand tu vois Kivior, quand Gabriel se pète, on se dit ouf, là on risque peut-être enfin de commencer à prendre des tollés. Et t'as Kivior qui arrive et qui montre que dans ce système-là, il rentre à la perfection. Lewis Kelly, pareil, hein. On rappelle que avant son entrée en jeu, du coup, c'était en octobre, son premier match, contre Liverpool justement, on rappelle que jusqu'à là, il avait joué 0 match au poste derrière gauche. C'est un milieu de terrain de base. Et que quand même, le mec, ça prouve que le système fonctionne pour que tu puisses faire rentrer une pièce comme ça et elle rentre à la perfection, qu'il y a des petits ajustements par-ci par-là. Enfin, ça prouve qu'il y a quelque chose qui se passe et que la défense, c'est un peu notre porte-étendard de ce qui rend Arsenal une des meilleures équipes du monde depuis 3 ans désormais, et qui, je pense, n'est pas parti pour s'arrêter. Et enfin, on a déjà parlé plusieurs fois, mais une confirmation de notre académie, parce que, mine de rien, si on n'avait pas eu ces 2 jeunes joueurs, on aurait été vraiment dans la sauce à certains moments de la saison. Parce que Nwaneri, c'est quoi? C'est 7 ou 8 buts, toutes compétitions confondues. C'est pas rien. Lewis Kelly, c'est quand même pas mal d'autres choses non plus. Donc, non, franchement, confirmation de notre académie, de notre défense, de notre coach. Et donc, pour moi, d'un futur radieux qui semble s'annoncer à la distance. Moi, je suis très optimiste par rapport à la saison prochaine. Je pense qu'on est les favoris pour moi. Je suis content que tous les médias disent qu'on n'est pas les favoris. Pour moi, c'est très très bien. Qu'ils nous laissent top 3, top 4. On jouera ça parce qu'on est une équipe de losers. De toute façon, c'est très très bien. Mais je pense que on a ce qu'il faut. On a les armes en main pour faire des grandes choses. Ouais, c'est ça. De toute façon, peut-être que je te rejoins pas autant sur l'optimisme pour la saison prochaine, mais de toute façon, c'est sûr que par rapport à ces médias-là, moi je trouve ça concernant que chaque saison on nous rabâche que. En fait, t'as l'impression qu'on va forcément nous faire moins bien et que les autres équipes vont forcément toujours faire mieux. Mais si c'était aussi simple que ça, après, bon, tu vas me dire Tottenham et United, ça sera pas beaucoup plus dur de faire mieux. Mais ouais, je pense qu'on va continuer au moins sur la même lancée, ça se rejoint à 100%. Après, moi, pour la note, toi, t'avais mis un 7 du coup, hein, c'est ça? J'hésitais entre 6,5 et 7, et je me suis dit, on est quand même 2ème de Première Ligue, on fait demi-finale de Ligue des Champions, c'est une bonne saison. Ça te montre, t'as mentionné Arteta, mais c'est vrai que ça te montre, tu vois, les notes. Moi, la note que je m'apprêtais peut-être à mettre, je pensais à un 6 aussi. Et tu vois, c'est marrant parce que le fait que tu mentionnes Arteta, ce qu'il a impliqué au club et tout, en fait, je rejoins à 100% parce que le fait est qu'une saison où tu finis 2ème de Première Ligue et où tu fais demi-finale de Ligue des Champions et de Carabao Cup, on est presque dégoûté. Et avec, comme tu dis, des blessures à plus les compter. Je tiens à dire que, pareil, c'est symbolique, mais Tomiyasu, on a fait une année sans. Il y a un mec qui a joué un match dans la saison, Tomiyasu. On a fait des pans de saison avec des bancs qui étaient catastrophiques quand même, faut qu'on se le dise. Même en termes de répartition sur le banc, il y avait des moments où on avait tellement peu de joueurs, entre guillemets, pro disponibles que c'était que des arrière-gauches. Tu avais Lewis Kelly qui était titulaire, donc tu avais sur le banc Calafiori, Tierney et Zinchenko. Non, mais il y a des fois, tu lisais notre banc, t'as l'impression qu'il y a un démon qui allait se faire invoquer. Hein. Je veux dire, c'était catastrophique. Hein.
Ça, Arteta était à 2 doigts de se mettre en place 6 et tout. Donc, non, je te rejoins. C'est pour ça que c'est très dur à juger cette saison parce que tu sais pas si tu dois praise la réaction d'Arteta face à justement, toutes ces inconnus, toutes ces choses qui sont arrivées pendant les. Parce qu'on a parlé des blessures, mais même le nombre de suspensions qu'on a eu, je crois qu'on a rarement eu une saison avec autant de suspensions. Le nombre de cartes rouges qu'on a pris. En fait, on a sans cesse été dans l'obligation de se réadapter quasiment semaine après semaine. Timber qui repassait à gauche, puis à droite, puis il y avait un mec qui manquait, donc il repassait dans l'axe de temps en temps. Enfin, c'était vraiment du turnover permanent, mais avec un roster finalement pas si large de joueurs. Donc, c'est ça. C'est comme toi, j'hésite entre si je prends vraiment le côté, il n'y a pas de trophée à la clé, et encore une fois, on finit 3 fois deuxième, donc il y a peut-être un moment où tu as envie de voir une progression au niveau purement palmarès, bête et méchant, tu as envie de voir Arteta étoffer ça. Mais et en même temps, ouais, tu as envie de mettre un bon set par rapport au fait que qu'Arteta a dû constamment s'adapter finalement face à un tas de choses qui allaient contre lui. T'as mentionné, là j'ai parlé que du terrain, mais tu as mentionné aussi Edu, ça fait partie, je pense, des choses qui sont allées contre lui. Le mec te quitte juste avant un mercato hivernal qui aurait pu être décisif, ou du moins on aurait pu prendre quelqu'un pour faire au moins illusion de comme quoi on avait encore quelque chose à foutre d'aller chercher Liverpool. Donc pour tout ça, on peut mettre des ouais, tu peux 6,5 si tu veux. Ouais, un 6,5, parce que comme je te dis, partagé entre la déception de ne pas avoir fait mieux et puis notre saison en championnat s'est quand même arrêtée très très tôt. Enfin, faut dire heureusement qu'on avait de l'avance au classement parce que les derniers matchs ont été très très très, très pénibles. Non, c'est sûr. C'est une saison assez douloureuse, je pense, pour tout le monde, parce qu'il y avait à la fois la déception de voir notre niveau de jeu et en même temps l'espoir déçu aussi de la Ligue des Champions, de la Carabao Cup, et il y a eu beaucoup de choses qui font que c'est pas pour rien qu'on a mis 3 semaines à sortir cette vidéo, parce que je pense que le dernier match a été sifflé, le dernier coup de sifflet a été sifflé dans le dernier match. Moi, j'ai plus pensé à Arsenal pendant 1 semaine et demie, franchement. J'étais en mode, ok, reset mental, on passe à autre chose, on voit ce qui se passe. Mais je suis content d'y revenir parce que maintenant, je suis empli d'un optimisme sans nom, et j'ai vraiment très très hâte que le Mercato Smith, que je déteste la période de Mercato, parce que c'est beaucoup de spéculation pour pas grand chose. Et en tout cas, j'ai hâte qu'on revienne sur le terrain en août prochain et de voir la gueule de notre effectif à ce moment-là, en espérant être agréablement surpris, en tout cas excité à l'idée de voir du beau football proposé par cette belle équipe qui est Arsenal. Et sur ce, voilà, n'hésitez pas encore une fois à nous dire dans les commentaires, vous, vos meilleurs joueurs, pires joueurs, etc., toutes nos rubriques qu'on a fait. Encore une fois, je suis très intrigué de voir un peu quel est votre constat, vous, par rapport à cette saison, maintenant qu'on est un peu à froid, qu'on n'est plus à chaud dans la réaction directe. Et prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et passez une bonne journée. À la prochaine. Bye.